Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et aujourd'hui, passons à l'essentiel. Vu comment il y a quelques mois, j'avais cité le tout premier show auquel on va parler exactement aujourd'hui, et maintenant on remet le couvercle avec le deuxième show. Tout simplement, si vous voyez pas de quoi je parle, laissez-moi vous dire et vous présenter. Il s'agit d'un show en commun entre WWE World Wrestling Entertainment et de la AAA Asistencia Asesoría y Administración Lucha Libre Worldwide. Donc oui, je veux bien sûr parler de Worlds Collide numéro 2 en 2025 qui s'était déroulé le 12 septembre, tout simplement, et qui a eu lieu à Las Vegas dans le Nevada, excusez-moi. Donc oui, c'est ce show-là auquel on va en parler. Et avant que je m'attaque directement à la carte principale, on ouvre le show avec la présentation des co-dirigeants. Je sais qu'en coulisses, il y a Paul Levesque, Hunter Hearst Helmsley, Triple H, et Undertaker, Mark William Calloway. Mais la présentation sur le ring, de la présentation de l'hymne national mexicain et américain, tout en rendant hommage à l'ex-président de la AAA, Antonio Pena, et auquel il y avait tout simplement, je vais vous les citer, les dirigeants, tout simplement le Hall of Famer de la WWE, Rey Mysterio, pareil pour Shawn Michaels, le General Manager de la AAA, Dorian Roldan, et la présidente de la AAA, LIC, donc en simple surnom de co-dirigeante, Maricela Pena. Donc en gros, ils vont, on va dire, encore rendre hommage à l'ex-président, même si je sais que ça vaut pas la peine. Mais vu comment ils sont dans la tradition, est-ce qu'il faut les blâmer? Pas forcément. Mais en passant à l'hymne national chanté par, attendez, j'essaie de pas oublier son nom, Aida Cuvas, donc celle qui chante l'hymne national mexicaine, et Liliane Garcia pour l'hymne national américaine. Et puis du côté des commentateurs, je vais vous les citer, même si ça vaut pas la peine que je m'y attarde. On a Marcelo Rodriguez, José Manuel Guillen et Roberto Figuerda. Et du côté du commentaire américain, on a tout simplement John Bradshaw Layfield, JBL, avec Conan, donc Hall of Famer de la AAA et peut-être de la WWE, qui sait, et Corey Graves. Je sais que ça vaut pas la peine de les citer, mais je préfère passer les noms vite fait comme ça au pif. Et pour pour ceux qui font les annonces, enfin les annonces, c'est pas ça ce que je voulais dire. Ceux qui font, on va dire, promo backstage, on a Shuey Martinez et Véronica Rodriguez, qui est, on va dire, la femme de Finn Balor. Donc je voulais passer directement les noms au vite fait pour vous décrire de comment je pourrais le citer très vite. Donc tout simplement, même si ça ne sert à rien, je suis conscient. Et pourtant, le show va s'ouvrir avec la promo de Penta, qui va parler tout simplement en espagnol devant la plupart du public hispanophone et un peu d'américains aussi. Donc il va tout simplement monter la sauce pour en faire de ce show de Worlds Collide numéro 2, entre guillemets, l'un des plus gros shows de la WWE et de la AAA. Donc tout simplement, il fait monter la sauce. Et même si ça va pas forcément servir à grand chose, mais au moins il est là pour mettre de l'ambiance, ce qui est pas mal. Et qui conclut avec un simple Cero Miedo, donc zéro peur, et qui remercie le public hispanique et américain. Et tout simplement, on passe directement au premier match. Et ce premier match, c'est un Lucha Showcase, donc le show de Lucha, par équipe de 8. Donc les participants sont Octagon Junior, LA Park, donc la Parka, Laredo Kid et Mascarita Sagrada, le petit luchador
auquel il fait partie du match, non, vous vous y trompez pas, contre The LWO, The Latino World Order, Joaquim Wilde, Cruz del Toro, Lince Dorado et The Mini Abismo Negro Junior. Donc bien sûr, je ne dis pas de trucs racistes, c'est tout simplement le nom de ce luchador auquel il se fait appeler. Le premier match, bon, est-ce que j'ai besoin de dire que tout ça, dans le premier match, c'était que de la pure démonstration lucha? Et qu'est-ce qu'on pourrait en avoir quelque chose à en faire, si ce n'est qu'admirer le spectacle et de apprécier les belles choses qu'on est en train de voir du pur style lucha libre. Parce que qu'on peut aimer ou pas, je peux comprendre que certains n'aiment pas du tout ce genre de style, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté très excitant à voir du côté du catch au Mexique. C'est que ça va tellement vite que tu n'as même pas le temps de cligner des yeux et que même si tu ne captes rien à ce qu'ils essayent de raconter, bah, au moins ce qui est sûr c'est qu'ils savent mettre de l'ambiance et faire vibrer le public. Donc, donc c'est tout ce que je peux en dire, même si j'ai pas forcément grand-chose à faire. Et pour tous ceux qui me demandent ben, comment on peut avoir accédé à ce show, bah, tout simplement sur la chaîne YouTube de la WWE, de la AAA et de la WWE version espagnole. Donc si vous êtes bilingue, polyglotte, linguiste, j'en passe de toutes les langues que je pourrais citer. Si vous êtes latino, enfin le latin et le français, quoi, franco-latin ou espagnol, et que vous comprenez tout ce qui se passe, ben, c'est fait pour vous. Mais si vous comprenez absolument rien en espagnol, même en anglais, bah dommage, hein. Si ce n'est qu'il faut regarder le show et pas faire trop attention aux doubles commentaires, tout simplement. Mais ils sont disponibles sur YouTube et que vous pouvez les regarder avec plaisir si vous voulez. Si vous voulez pas, ce n'est pas grave. Voilà, je ne suis pas là pour vous forcer. Euh, Comme je l'ai dit, on a eu que de la démonstration de lucha, surtout le petit Mascarita Dorada, enfin Mascarita Segrada, qui va faire des démonstrations de ciseaux de tête sur Mini Abismo Negro Junior. Donc il va faire que de la démonstration de tout ce qui est ciseaux de tête, à tel point qu'on se dit, oh là là, ça va se terminer quand ça? Donc ça s'enchaîne très très vite, puis des changements rapides, ainsi de suite, que ce soit pour la Laredo Kid, LA Park, Octagon, ou même du côté de Joaquim Wild, Cruz del Toro, Lince Dorado, etc., etc., si ce n'est que ce ne sera pas du côté du LWO, que au passage, bah, ils sont accueillis comme des méchants, donc ils se font huer par le public moitié mexicain, moitié américain, et que le public a choisi l'équipe des Babyface. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui vont remporter la victoire, c'est du côté des Face, et que c'est Mascarita Segrada qui va faire des multiples, encore des ciseaux de tête, mais qui va le modifier en Schoolboy Roll-Up pour la victoire. Tout simplement, c'est victoire des Babyface, donc Octagon Junior, LA Park, Laredo Kid et Mascarita Segrada. Tout simplement. Donc voilà, et pourtant ce n'est que le premier match de la soirée. Maintenant, on passe au deuxième match. Et le deuxième match, c'est pour déterminer la prétendante numéro unos, ou unas, donc la numéro 1, au titre de championne de la AAA Reina de Reinas, donc la championne des reines, quoi, pour affronter Lady Flammers ou une autre participante auquel ben, je préfère pas trop y penser. Mais il s'agit tout simplement de Nati ou Natalia Neidhart, tout simplement Natalia, contre Fabi Apache, ou Apache, je crois qu'on pourrait citer comme ça. Mais bon, il faut dire avec les différentes expressions, vaut mieux trouver un moyen de citer tout cela. Auquel, ben, c'était un peu de démonstration technique et pas trop de lucha, si ce n'est que on a eu que de la technique, mais qui n'a pas, on va dire, trop abouti. Que perso, j'en avais un petit peu rien à faire, si ce n'est que j'ai regardé tout le long, hein, j'en avais un petit peu rien à faire, je savais pas trop quoi dire, et que
tout ce que je sais, ben, on a eu que des démonstrations de technique. Et concernant Natalia, si la WWE du côté de Raw ou peut-être du côté de SmackDown, peu importe dans quel show elle est, si seulement la WWE pouvait la faire sortir, cette gimmick de Natty Neidhart, donc la version un peu plus brutale, irrespectueuse. On pourrait dire le côté violent de Natalia, ça aurait été peut-être avancé à quelque chose, mais vu comment ils le font pas, donc c'est un petit peu décevant. Et qu'on se dit, ouais, à mon avis, ils vont peut-être pas le faire, ils préfèrent laisser Natalia comme une open mid-cardeuse ou open jobbeuse, la genre de vétéran qui met over différentes catcheuses et qu'elle perd tous ses matchs. Et que du côté de la AAA, ce n'est pas du tout le cas, vu comment elle va montrer que de la démonstration technique, mais pas trop en profondeur, si ce n'est que j'ai pas besoin d'y aller trop en profondeur d'en parler. Et que même si Fabi Apache voulait en finir direct avec Natalia, ce sera Natalia qui voulait en terminer très rapidement avec des multiples schoolgirls ou roll-up petit paquet. Pourtant, ça s'est échangé que des roll-up entre les deux. Et pourtant, ce sera Natalia qui va en finir avec Fabi Apache. Donc c'est elle qui remporte la victoire. Excel, la prétendante numéro 1 pour le titre AAA Reinas de Reinas, donc le titre féminin de la AAA au Mexique. Et pourtant, même quand le match est terminé, les deux sont toujours prêts à s'affronter, à se taper dessus, alors que ça ne sert plus à rien de se faire face. Mais bon, faut dire, ils en ont absolument pas fini du tout, mais pas du tout. Donc voilà. Maintenant, je passe directement au troisième match. Et le troisième match, c'est un match par équipe pour les championnats du monde par équipe de la AAA. Et du coup, l'équipe des clowns psychopathes entre Psycho Clown et Pagano contre The New Day, Grayson Waller et Kofi Kingston, ou plutôt Kofi Kingston et Grayson Waller. Logiquement, il devait avoir Xavier Woods, mais ce type-là décide de jouer le heal à 100% en faisant sous-entendre qu'il ne peut pas participer parce que sa nuque souffre énormément à cause que Penta lui a fait. Et du coup, il n'est pas décidé à catcher pour défendre son honneur et de faire ravaler la fierté à Penta. Donc voilà, tout simplement. Et oui, je l'ai peut-être pas dit, mais durant tout le match, il n'y a pas eu de build-up. Rien n'a été buildé, qu'on n'avait pas forcément grand-chose à faire. Je ne vais pas vous le mentir. Si ce n'est qu'on va voir aussi des moments sympas, comme avec le premier match, ce qui peut marquer plus d'un, mais ce qui marque aussi dans ce troisième match, c'est que certes, l'équipe des Heels essaye d'être pur dominant pour montrer à quel point que l'équipe WWE est plus supérieure que celle de la AAA, et pourtant la AAA leur tient tête. Donc les catcheurs de la AAA leur tiennent tête, et que ils sont pas décidés à se faire marcher dessus par ces bandes de assaillants pleureuses, j'en passe, des mots de traîtres, etc. Surtout quand Psycho Clown va aller près du côté de Xavier Woods et que Xavier Woods pense que c'est Grayson Waller. Et quand il se tourne la tête, il remarque que c'est Psycho Clown. Et qu'il remarque que ça y est, maintenant je sais plus parler. Maintenant je fais que non, en gros, c'est Psycho Clown est en train de faire peur à Xavier Woods. Donc voilà, petit moment drôle. Et puis quand ce sera au moment de la fin, il va encore faire peur à Xavier Woods, surtout en s'arrachant le visage. Donc oui, Psycho Clown a un visage et il s'arrache le visage. Et pour faire chasser Xavier Woods. Et du coup, il part en courant. Il a vu une tête très effrayante et qui veut pas avoir affaire à ce clown psychotique. Puis il y a Pagano qui va aussi enchaîner pour mieux affaiblir soit Kofi, soit Grayson. Et que ce sera tout de même Psycho Clown qui va faire un genre de tombée magistrale sur Grayson Waller pour la victoire.
Donc c'est l'équipe des clowns psychopathes qui remporte le match et qui conserve le titre. Mais à la fin, oui, à la fin, ils se font attaquer par les Wyatt Six. Pourquoi, où, comment et encore pourquoi? Bah, je suppose qu'ils veulent venir de manière random pour affronter les champions par équipe pour assouvir leur règne en tant que champion. Ça peut être du côté de Dexter Lumis ou de Joe Gacy, ou plutôt d'Eric Rowan ou de Uncle Odie. Je sais pas du tout, mais en tout cas, est-ce que ça vaut la peine d'avoir ce match-là entre l'équipe des clowns psychotiques et des Wyatt Six, les malades de Wyatt? Est-ce que ça vaut vraiment, vraiment la peine? Je le dis ça parce que je suis un peu biaisé de tout cela qui arrive de manière random. Et du coup, bah, j'en avais strictement rien d'autre à faire. Et c'est bien dommage hein, que je ne me donne pas du mien pour ce genre de saignement, mais voilà tout. Je coupe un petit peu pour boire un peu, et après on repoursuit. Allez, à tout de suite. Donc j'espère que ça s'enregistre toujours et que j'espère que j'ai... Ouh là là. Ouais, excusez-moi, c'est parce que j'ai cru que la vidéo était terminée, que j'ai appuyé sur le mauvais bouton et du coup ça va encore, hein. Du fait que je m'en sors avec ça. Donc je prends l'inquiétude pour rien. Donc tout simplement. Maintenant, bah, on va poursuivre avec un autre match et c'est un match numéro 4. Match par équipe de mixte entre Mister Iguana et Lola Vice contre The Judgment Day, donc équipe composée de Finn Balor et de Roxanne Perez accompagnée de Raquel Rodriguez. Donc oui, ce match a eu lieu tout simplement parce que je pense du côté de Lola Vice et Mister Iguana, ils veulent avoir leur petite vengeance sur le Judgment Day suite à des interventions, tricheries. Donc ils veulent absolument en découdre et en finir une bonne fois pour toutes. Pourtant, il n'y a pas de build-up important, comme je l'ai dit, en plus. Donc oui, match mixte sympa, mais sans plus. Si ce n'est qu'on va encore jouer avec les côtés des marionnettes. Vous savez que Mister Iguana, donc Monsieur l'Iguane, sa marionnette, c'est tout simplement une iguane. Et du côté de Finn Balor, eh ben, sa marionnette, c'est son petit démon. Donc Démon Tito, je crois qu'il se fait appeler. Je... On nous l'a pas présenté comme il se doit, mais je sais que sa marionnette, c'est un petit démon, et auquel ben, on va nous mener une petite bataille de démons entre Mister Iguana et Finn Balor. Alors que du côté des filles, on passe plutôt du côté ben, de en découdre, de se taper dessus, comme des gamines de 5 ans. Ça, c'est que mon avis, hein. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on assiste à un combat de gosses ou qu'on assiste à un combat de chiffonnière absolument psychotique. Après, comme je l'ai dit, tout ça est mon avis, même si ça n'a pas forcément trop d'importance. Raquel, pourtant, elle se fait pas mal distraire. Pourtant, elle avait quelques moments auxquels elle avait le droit d'intervenir. Alors peut-être qu'elle va le faire en douce, oui, je suppose. Mais sinon, elle se fait pas mal discret dans ce match. Et pourtant, c'est ce qui ne va pas arrêter ben, le côté des babyface. Après une ultime bataille avec les marionnettes, eh ben, cette fois-ci, Mister Iguana se jette avec un slingshot crossbody à l'extérieur. Puis ça va se jouer entre Lola Vice et Roxanne Perez. Et au moment où Raquel voulait distraire, ben, elle a failli remporter le match, Roxanne Perez, en faisant un schoolgirl. Et pourtant, elle va se faire allumer par un backfist huracan. Et pareil pour faire pousser Raquel Rodriguez. Et elle effectue le compte de 3 pour la victoire. Donc tout simplement, c'est victoire de Lola Vice et de Mister Iguana. Et tout ce que je sais, il y avait pas mal de catcheurs et catcheuses qui étaient présentes dans le public. Je me rappelais qu'il y avait Charlotte Flair, Jessie Jane, Tavion 8, Logan Paul. Il y a qui encore? Je me rappelle plus.
peut-être quelques catcheurs mexicaines et d'autres catcheurs de la WWE, mais je ne sais plus, je me rappelle plus, mais je sais qu'ils étaient la plupart présents, et voilà, sans plus, sans rien, quoi. Si ce n'est qu'on va passer au cinquième match, et d'ailleurs c'est plus que celui-là, après il y aura le tout dernier, donc le main event. Donc match numéro 5, match à 4 pour le titre méga champion, enfin champion d'Amérique latine, donc champion Latin-América de la AAA, avec tout simplement El Hero de Dr. Wagner Jr., le fils du Dr. Wagner Jr., contre Dragon Lee, contre Ethan Page, contre JD McDonagh / Jordan Devlin. S'il vous plaît, faites-leur ramener le nom Jordan Devlin, parce que c'est vrai que ça devient un peu redondant de faire un jeu de mots avec son pseudo JD McDonald. On va penser que ce type a travaillé au McDo avant d'être catcheur. Bref, même si ça change absolument rien, faites-le ramener son nom pour éviter les moqueries, les blagues et tout ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire si ce n'est que, certes, il y avait des représentants. Les représentants de NXT, les représentants de Raw SmackDown. Heureusement qu'il n'y a pas eu celui de la Evolve et de Level Up et de LFJ, heureusement. Il n'y a pas eu non plus représentant de la TNA, si ce n'est que on a eu que des représentants mexicains et NXT et roster principal, tout simplement. Et que tout ça va se jouer sur la stratégie de qui va battre Dr. Wagner pour son titre Latin America de la AAA. Soit c'est Ethan Page, qui est un Canadien pur souche, absolument surnois, qui est forcément prêt à tout pour capturer un titre, même si je sais qu'on pousse en coulisses à ce qui doit aller dans le roster principal. Je sais que c'est Chelsea Green qui pousse tout ça. Du côté de Dragon Lee, il doit au moins faire ses preuves sans la LWO et essayer de se retirer dans l'ombre de Rey Mysterio. Mais comment se retirer dans l'ombre de Rey Mysterio si on est un peu bloqué, terriblement bloqué? Et concernant JD McDonagh, lui, ça reste un laquais du Judgment Day. Donc j'ai pas trop d'explications à dire, si ce n'est que c'est un laquais du Judgment Day, il n'est pas non plus destiné à tout gagner aussi, même si je reconnais qu'une petite victoire lui ferait énormément de bien. Est-ce que ça changerait quelque chose? Absolument pas. Donc voilà ma façon de voir la chose. Donc on a eu ci ou là, des tentatives de prise absolument spectaculaires, et pourtant ce ne sera pas Ethan Page, ni Dragon Lee, ni JD McDonagh qui vont remporter le match, mais bel et bien El Hero de Dr. Wagner Jr. qui va réussir à en venir à bout des trois hommes. Je me rappelle plus qui va faire le tombé, tellement que le match est parti tellement trop vite qu'on n'a même pas eu le temps de voir tout cela. Moi, perso, j'avais des préoccupations. Non seulement je regardais le show, mais j'ai été distrait en faisant ranger de la paperasserie, donc tout ce qui est papier, DVD, etc. Et quand je vois le résultat du match, c'était Dr. Wagner Jr. qui en ressort grandi, et qu'on voit les trois participants totalement dégoûtés, qui n'ont pas réussi à remporter le match et le titre. Donc tout simplement. Voilà tout. Il y a eu pas mal d'annonces, notamment l'annonce sur le combat de boxe auquel ce sera disponible sur Netflix. Ok, merci pour l'annonce, même si on n'a pas forcément grand-chose à faire. Et surtout, l'annonce qui va faire énormément jaser et énormément faire critiquer les fans. Enfin, les fans vont critiquer ce genre de décision. L'annonce de WrestleMania 43 du côté de l'Arabie Saoudite en 2027. Oui, ce genre d'annonce fait exactement la polémique et que les fans ont carrément jeté cette décision. Pardonnez-moi, j'ai un peu eu l'ok. Donc ils ont rejeté cette décision et du coup, on n'est pas forcément d'accord. Donc forcément, on va critiquer ce genre de décision de la part de la WWE. Déjà, on critique la décision de la VVE de revenir à Las Vegas
et que maintenant un show en Arabie Saoudite. Donc c'est sûr, ça confirme la certitude qu'on a vis-à-vis de la WWE, nous les fans, c'est que la WWE est une machine à cash, machine à sous, et qui ne pense plus qu'à l'argent. Donc les fans ne sont que secondaires alors que l'argent passe au-dessus. Eh bien, merci pour nous avoir chié dessus, la WWE. Déjà, on vous remerciera jamais d'avoir fait saigner tout un peuple francophone, un peuple européen, vos peuples américains, canadiens, euh, bref, des personnes à travers le monde auxquelles vous les avez saignés pour tout simplement avoir le plus de bifton possible et de faire passer les gens pour des pigeons, donc tout simplement pour qu'on chante n'importe quel chant, pour tout simplement satisfaire à vos envies et vos besoins, et tout simplement pour vous faire mousser aux yeux de tous. Donc moi, c'est sûr, quand j'entends des chants comme la musique de Boney M, Daddy Cool, ouais, parce que maintenant les gens chantent du Daddy Cool, mais à la sauce de catcheur, quand c'est Cody Rhodes, on chante pour lui, quand c'est Roman Reigns aussi, quand c'est Dominique Mysterio, quand c'est qui encore Jelly Roll, quand c'est même Jessie Jane, quand c'est qui aussi qui chante bref, je pourrais en citer le chant des pigeons, donc tout simplement ou encore des Césosome. Ouais, bref, des tas de chants auxquels je n'entends pas des chants donner de la voix, j'entends des pigeons chanter. Donc, on connaît l'expression on entend les oiseaux chanter, maintenant on entend les pigeons chanter aussi. Donc voilà comment je ne pourrais pas pardonner à la WWE ce genre de décision de faire un maximum de thunes et que c'est tellement triste d'en arriver ici, c'est tellement absurde, triste, abject. Bref, je pourrais en passer des mots, mais c'est tellement mal fichu qu'ils en ont arrivé ainsi. Penser uniquement à l'argent et pas aux fans. Pourtant, comme je l'ai dit, je ne suis pas contre de se faire de l'argent, mais quand c'est des sommes astronomiques, de revenir à Las Vegas ou encore de faire un show en Arabie Saoudite, c'est sûr, on nous offre un énorme gros doigt d'honneur, tout ça pour de l'argent. Et pourtant, je sais que nous, en tant que fans normal, ou en tant que personne normale qui a besoin d'argent, je vais pas vous mentir, qui dirait non pour 1 million, 2 millions, 10, 20, 30 millions? Qui dirait non, franchement? Parce que il y en a qui diraient non parce qu'ils veulent pas faire leur sale boulot, ou tout simplement parce qu'on connaît leurs intentions. Mais il y en a qui sont pas capables de dire non parce que tout simplement l'argent donne envie. Donc je veux bien comprendre que l'argent nous donne envie, mais quand tu oublies une part d'humanité, de respecter les fans et que tu sais très bien que tu vas te recevoir un sacré backlash, notamment je pense à Triple H, vu comment ses déclarations, que ce soit pour WrestlePalooza ou même WrestleMania 23, pardon. Non, 43, pardonnez-moi. Oh putain, WrestleMania 43. Donc quand je pense aux fans qui vont critiquer ce genre de décision et qu'on entend ces déclarations comme quoi WrestlePalooza, WrestleMania 43 sera le plus gros show de la WWE, ce sera énorme, on va vous cuisiner un show et un match aux petits oignons avec du spectaculaire. Moi, quand j'entends ce genre de promesses ne tient pas forcément la route. Et que la manière de comment vendre le show est absolument à jeter. Tout simplement, c'est ma façon de voir les choses, car je suis d'accord que des personnes comme The OG critiquent ce genre de décision, ou même Johnny Catch, ou la plupart des fans, vraiment en ligne, hein, qui sont, on va dire, en guerre constante avec TKO et la WWE. Je les comprends pourquoi ces gars-là rejettent ces décisions.
Parce que tout simplement la WWE ne fait rien pour promettre que ça va être des très bons shows. Et c'est ce genre de défi auquel je pourrais dire ok Triple H, ok TKO, vous voulez que ce soit un gros show? Eh bien prouvez-le nous. Comme ça, vous allez peut-être réussir à nous fermer notre bouche. Et si c'est exactement le cas, c'est un très bon show, on pourra dire du bien de vous. Mais si ce n'est pas du tout le cas, vous en faites pas, on va en parler, on va faire couler du sang sur la chaîne. Et d'ailleurs, je ne serai pas le seul. Tout le monde va sûrement faire couler du sang sur vous, mettre de la sauce, du sel, bref, des tas de trucs auxquels ce sera très piquant et très chaud, auxquels on vous épargnera pas de si peu. Parce que oui, au bout d'un moment donné, il faut dire TKO et toute la smana du haut gradé de l'ordre mondial, bref, le capitalisme absolu. Quand j'entends ce genre de décision et de promesses qui pensent pouvoir tenir, ben, on n'est pas d'accord forcément. Et qu'on se dit, mais putain, fermez vos gueules, arrêtez de nous raconter des conneries. Et que maintenant, ce qui est triste, c'est qu'on doit dire ça aussi à Triple H. Arrête de dire des conneries, on sait très bien que tout ça ne tient pas la route et que c'est uniquement pour vous faire mousser. Oui, parce que qui ne se donnerait pas à fond pour se mettre en avant, de se faire mousser? Franchement, il y a de quoi s'en poser des questions. Et du coup, ben voilà pourquoi on rejette complètement cette décision. Tout simplement. Bref, maintenant je vais passer directement au main event parce que je crois que j'en ai déjà assez trop dit sur ce genre d'annonce. Donc le main event, c'est pour le titre de méga champion de la AAA entre tout simplement The Dirty Dum Dum Dominic Mysterio contre El Hiro del Vikingo, donc le fils du Viking, et auquel que ce soit aux États-Unis ou au Mexique, El Hiro del Vikingo, il est de siffler partout. Et j'imagine que il serait temps de faire quelque chose avec lui. Pourquoi pas le faire tourner il, en sachant que au moins ça confirme les dires du public pour le détester de plus en plus. Bon après, les raisons de pourquoi il est détesté, je vous l'ai déjà sûrement dit pendant le show Triple Mania de la AAA tout simplement. Je vous l'avais tout simplement dit, c'est depuis que Alberto El Patron / Alberto Del Rio a été entre guillemets évincé que tout le monde s'en prenne à Vikingo. Parce que tout simplement, ben, Del Rio il est considéré comme un héros aux yeux du public, et pourtant ce n'est qu'un connard. Mais vu comment le public et la plupart des cartels trafiquants, des dealers, des malfaiteurs, j'en passe des noms, bah, ils sont comment on pourrait dire, des personnes à part. Et c'est pas que les gens sont cons, contrairement à ce qu'elle peut dire Marius, c'est juste qu'elle comprend pas la mentalité mexicaine. De toute façon, laissez-moi vous dire sans être méchant, mais elle comprend pas la mentalité même d'un catcheur. Comme j'avais vu récemment un message de mon cher CC, comme quoi ben, elle disait qu'elle avait du mal à séparer la personne du catcheur et que son intuition lui en empêche. Pour moi, c'est de la grosse connerie, je vous le dis tout simplement. Bref, elle en sait dire des choses absurdes, hein. Pourtant, j'essaye de dire du bien de elle, mais vu comment c'est pas la bonne personne en laquelle je pourrais bien parler, je pourrais bien parler avec Gail, avec notamment The OG et Trailerman. Cela, c'est sûr que je pourrais sûrement bien en parler de ses dires, mais de elle, j'ai tellement du mal, tellement qu'elle fait vraiment de son possible pour un peu énerver un peu la communauté catch. C'est ma manière de voir les choses, hein. Mais bref, je comprends qu'on peut détester Del Rio, mais de le cancel, ah, c'est impossible. C'est comme avec Lesnar, c'est impossible de le cancel. Et comme les mecs comme Jericho ou McMahon, je pense que ce serait pas le moment, mais la plupart, c'est vrai que c'est dur de les canceller. Bref, je digresse, hein. De toute façon, depuis tout à l'heure, je digresse à parler de tous les sujets. Bref, je passe vraiment à un hors-sujet de tout cela.
Mais bon, c'est pour vous dire à quel point il faut savoir, euh, il faut savoir se faire une raison. On peut tout simplement bah, aimer le catcheur parce qu'il nous divertit, mais que la personne n'est pas forcément appréciée. Bah, essaye de faire une différence. Et si on n'arrive pas à faire la différence, c'est que vous, tout simplement, vous n'y connaissez rien du tout de comment ça fonctionne dans le catch. Bref. Dans ce main event, tout simplement, ben, comme je l'ai dit, ben, Vikingo est ultra détesté par le public, alors que Dominic Mysterio, vu comment c'est le public de Las Vegas, eh ben, il est adulé comme un héros. Ouais, je sais, c'est con rien qu'à dire ça, mais c'est la vérité. Il est accueilli comme un héros, alors que c'est un heel poule mouillé. Parce que pour moi, un heel totalement crédible, il en est pas un. Ça, c'est sûr, Dominic Mysterio n'est pas un heel crédible, mais plutôt un heel poule mouillé qui doit compter sur les autres. Et d'ailleurs, on va voir l'illustration parfaite, hein, parce que après quelques petites dominations que fait Mysterio sur Vikingo, puis il y a l'avantage sur Vikingo sur Dominic Mysterio. Oui, je sais, j'ai un petit peu dit des sur un peu partout, mais j'essaye de mieux expliquer la chose, mais c'est pas évident. Clairement, c'est pas évident. Je le fais avec ce que je peux, tout simplement. Donc après des larges dominations de l'un des deux participants, il va voir les interventions, mais pas, on va dire, pour intervenir dans le match, mais plutôt pour distraire Vikingo. On va avoir Finn Balor, JD McDonagh et j'en passe. Et que par la suite, eh bien, il va y avoir Dragon Lee pour les en empêcher, qui va les détruire Dominique. Non, pas Dominique. Finn Balor et JD McDonagh. Puis, on a Rey Mysterio qui arrive avec une chaise et qui va asséner un coup de chaise sur JD McDonagh, même sur Finn Balor, même s'il va lui donner la chaise à Dragon Lee pour asséner un violent coup de chaise dans le dos de Finn Balor pour les faire chasser. Et à un moment donné dans le match, je crois que Dominic Mysterio va mettre un masque blanc. Donc il va essayer de anticiper la triche avec ce fameux plaque en métal que un certain El Grande Americano veut lui réserver. Et pourtant, il ne l'a pas sur lui. Et pourtant, c'est à ce moment précis auquel il se fait allumer par Vikingo et qui va faire sa 630 degrés Selton, enfin 68 Selton, pour essayer d'avoir le match de la victoire, donc le doux parfum de la victoire. Et pourtant, l'arbitre va être reculé à l'extérieur très violemment de la part de El Grande Americano, slash, qui ça peut être? Bah, tout simplement Ludwig Kaiser. Oui, je le dis que c'est Ludwig Kaiser parce que selon moi, il n'y a pas de suspense et que où est-ce que ça va aller avec cette histoire de El Grande Americano? Tantôt c'est Chad Gable, tantôt c'est Ludwig Kaiser, et après t'as les deux zouaves qui se ramènent et qu'on sait très bien que c'est Tyler Bate et Pete Dunne. Donc c'est pas la peine de cacher votre identité, on sait que c'est vous sous les masques. On a du mal à garder le suspense, si ce n'est qu'on sait très bien que c'est vous. Mais tout simplement, Ludwig Kaiser arrive pour distrait, pardonnez-moi, El Hiro del Vikingo. Et pourtant, il se laisse absolument pas faire, Vikingo, sur El Grande Americano. Et pourtant, il se fait bousculer par un 619 de la part de Dominic Mysterio. Il n'y a pas la victoire. Et puis, un coup qu'il a mis hors d'état de nuire, entre guillemets, je dis bien entre les guillemets, Dominic Mysterio, eh bien, El Grande Americano le distrait encore, et que c'est à ce moment-là auquel Vikingo va peut-être commettre une grosse erreur. Pas parce qu'il va essayer d'enlever le masque de El Grande Americano, mais parce que El Grande Americano va donner une plaque en métal discretos envers Dominic Mysterio pour qu'il le mette sous son masque. Et du coup, El Hiro del Vikingo a perdu un temps précieux en essayant d'arracher le masque de Americano. Et quand il va se retourner, il va se manger un énorme coup de tête de la part de Dominic Mysterio. Et c'est à ce moment précis auquel il va effectuer un frog splash et qui va effectuer 1, 2 et 3. Donc oui, il va effectuer le compte de 3 pour la victoire.
et qui devient le nouveau champion de la AAA, donc le méga champion suprême de la AAA. Et j'essaie de me retenir de dire que la WWE va enterrer la AAA, parce que j'imagine que c'est déjà fait. Oui, j'imagine que c'est déjà fait, parce que je l'avais dit dans l'un de mes vidéos, comme quoi ben, la WWE a enterré la TNA, maintenant elles vont faire pareil avec la AAA. Mais à mon avis, dans l'histoire, hein, ils enterrent la AAA dans l'histoire pour montrer à quel point ouais, la WWE est supérieure à toutes les promotions et que aucun catcheur de telle fédération réussira à décrocher les titres. Le titre TNA, le titre AAA. Donc quand je dis qu'ils sont enterrés, c'est uniquement dans l'histoire. Du fait que par la suite, ils auront peut-être le droit d'apparaître à la télévision américaine comme mexicaine. Et peut-être que c'est vrai que je me suis un petit peu mal exprimé avec Ellen Knight, parce qu'il y avait le message de Pierre-Paul qui disait que Ellen Knight n'est pas enterré pour autant, si ce n'est qu'il apparaît tous les jours à la télé, il a des opportunités, et qu'il n'est pas mis au placard, pas comme la plupart des catcheurs. Alors, Pierre-Paul, je sais pas si tu regarderas cette vidéo ou pas du tout. Je suis d'accord, c'est vrai qu'il n'est pas enterré au niveau bah, storyline, que ce soit placard et... enfin, placard. Qu'est-ce que je raconte? C'est vrai qu'il n'est pas enterré au niveau parce qu'il apparaît à la télévision et qu'il n'est pas mis au placard et qu'il a quelques opportunités. Mais faut pas, on va dire, essayer de me dire que LA Knight n'est pas enterré par Triple H. Parce que selon moi, il est enterré par Triple H. Et que ce n'est pas le seul à se faire enterrer par Triple H. Tu as du AJ Styles, tu as bah, quelques mid-carders qui a peut-être du potentiel, mais je sais pas dire qui que ce soit. Un peu comme Aleister Black. Maintenant, Damien Priest, il commence à se faire petit, entre guillemets, alors il n'a plus autant d'importance que l'année passée. Euh, Qu'est-ce que je pourrais citer des personnes enterrées dans le booking? Ben, Finn Balor, il est déjà enterré d'office, même s'il est utilisé. Oui, il est utilisé, mais il enchaîne que des grosses défaites et que maintenant, on n'y croit plus à un potentiel bah, rematch pour un titre mondial. C'est sûr que pour lui, pour nous, c'est mort. C'est l'impression auquel on nous donne. Et, euh, et la plupart, j'ai oublié les noms, mais je sais que, selon moi, bah, dans l'histoire, bah, la WWE enterre la TNA, enterre la AAA, et si jamais encore une autre structure de catch, ça peut être une structure japonaise, une structure allemande, anglais, même canadien, j'en sais quelques structures, je sais que la plupart vont se faire enterrer dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire. Et s'il y a quelques catcheurs auxquels Triple H n'aime pas du tout, c'est sûr il va les enterrer. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faudrait que Hunter pense minimum à les personnes auxquelles certes il apprécie pas trop, mais qui sont ultra over avec le public, pour les faire remporter des matchs. Parce que là, tu mets trop en avant des Jey Uso, tu mets trop en avant des Bronson Reed, des Braun Breaker, même si je trouve que c'est un peu logique pour Braun Breaker. Mais ce qui est vrai, c'est un peu chiant, c'est que c'est un laquais de Rollins. Bref, j'en passe des noms, hein, j'en passe clairement des noms, mais je n'ai pas besoin de trop citer, si ce n'est que, voilà, Dominic Mysterio est champion de la AAA et intercontinentale, pour qu'on se dise « Oh my God, Dominic Mysterio, il est champion intercontinental et AAA, oh c'est stylé, c'est le premier, il a écrit l'histoire !» C'est pour qu'on se dise ça, en fait. Et que je me dis « Mais pourquoi vous êtes obligé de vous dire écrire l'histoire, écrire l'histoire, écrire l'histoire ?» Je sais que Grégory Le Marchal n'a pas écrit cette chanson pour rien, mais tout de même, ça devient chiant que la WWE est trop ambitieux, trop arrogant de se dire ouais, on veut écrire l'histoire de tout et n'importe quoi. Alors que selon moi, ils ont déjà écrit l'histoire auparavant.
Bref, faut dire dans l'ère Triple H, ça devient un peu redondant. Maintenant, je le dis, c'est redondant. Après, vous allez peut-être dire, ouais, mais même du côté de Vince McMahon, c'était ça aussi. Oui, mais auparavant, c'était pas du tout comme ça. C'était certes voulu pour marquer un grand coup, sans trop forcément en faire des caisses. Alors que là, c'est sûr, ça en fait tous pataquès pour qu'on se dise, ah ouais, la WWE est au top. Si elle serait au top, ils auraient ramené des nouveaux fans sur toutes les plateformes, ils auraient conquéri un nouveau public, et finalement, ben, ça n'aboutit à rien, tout simplement. Ils ont beau annoncer que Netflix va accueillir WWE du côté de la France, donc les shows qui seront peut-être disponibles en français, mais à quoi ça pourrait servir? Voilà, je me pose la question. Bref, maintenant je passe à la conclusion, j'ai pas envie trop m'attarder dessus, si ce n'est que je sais pas ce que vous en pensez de de WWE AAA Worlds Collide numéro 2, je sais pas ce que vous en pensez. Le premier il était bien, mais le deuxième, je suis un peu réticent. J'ai besoin de tous vos avis. Si vous dites que c'est bon, bah je suis d'accord. Si vous dites que c'est pas bon, je vous comprends également. Donc voilà, je passe directement à la conclusion de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.